Bonjour les enfants, vous voyez ici à l'écran, donc nous allons faire un petit peu de scratch aujourd'hui. Et oui, normalement c'était hier, mais j'ai oublié en fait. Alors aujourd'hui, donc, nous allons terminer tous les scratchs qu'on avait fait la dernière fois sur dans le premier, sur les fractions et compagnie. On va donc passer sur la réalisation d'un jeu. Regardez ici, c'est un jeu comme il se faisait à l'époque où j'étais encore bien plus jeune que vous, j'étais à l'école primaire. Et comme moi aussi j'apprends, oui j'apprends à programmer évidemment, eh bien c'est un jeu que j'ai fait moi il y a quelques semaines maintenant pour apprendre à programmer. Eh bien, à vous maintenant de faire le même jeu, mais non pas en JavaScript comme je l'ai fait, mais en Scratch. Alors on ne fera pas exactement le même, c'est un peu compliqué de faire tout en détail comme j'ai fait. On va donc faire une version un peu plus allégée avec les blocs de Scratch. Alors, pour cela, on va faire quoi? On va changer un peu les choses. Déjà, on va rester avec le fond blanc habituel de Scratch. On va mettre tout ce qui est raquettes et balles en noir. Alors, première étape, il va falloir créer ces trois objets, ces deux raquettes et cette balle. Alors, comment fait-on? Alors, moi, je ne suis pas du tout un spécialiste en Scratch, hein. Moi, à titre personnel, je ne programme jamais en Scratch. Je ne connais que ce qu'il faut pour vous l'enseigner. Alors peut-être que tout ce qu'on va faire là, il y a des méthodes un peu plus simples pour faire, plus rapides, plus efficaces, que je ne connais pas. En tout cas, moi, en voici une qui fonctionne et qui va permettre d'arriver à la solution. Regardez, pour faire ceci, que fait-on? Il faut savoir que chacun des objets, chaque raquette et la balle, sera un lutin différent. Nous, pour l'instant, le lutin auquel on est habitué, c'est bien sûr le petit chat, Scratchy. Ça s'appelle lutin 1 ici. Eh bien, on va tout simplement modifier ce lutin. Comment cela? Bien, lutin 1 est sélectionné. Je vais tout en haut chercher costume. Donc, j'appuie sur costume. Et là, j'ai le dessin de Scratch tel qu'il a été fait par les créateurs de Scratch. Eh bien, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement effacer. Déjà, je vois qu'il a deux costumes possibles, ce lutin, car il a deux positions pour donner une illusion de déplacement. Déjà, je vais en effacer un. Je vais cliquer sur costume 2 et je vais l'effacer. Voilà. Et je reste donc sur costume 1 et je vais tout simplement. Là, je l'ai effacé donc il n'existe plus. D'accord. Je l'ai effacé en appuyant ici sur la croix, la croix qui était ici. Donc j'ai enlevé ce costume, il n'existe plus. Et maintenant, je vais effacer ce costume 1, non pas pour le faire disparaître, mais pour en créer un autre. Je vais effacer le dessin, en fait, pas seulement le costume. Donc je vais effacer ici. Vous voyez, donc ici, costume 1 existe toujours, mais il est vide. Là, on voit ici d'ailleurs, il y a marqué 0, 0. C'est un objet qui a pour taille 0, 0. C'est-à-dire qu'il n'a aucune taille, il n'existe pas, il est vide. Et moi, je vais créer, pour commencer, la balle. Alors la balle, vu que de toute façon l'écran est assez petit sur Scratch, on va faire une balle de taille 10 sur 10, 10 pixels sur 10 pixels. Alors pour cela, j'ai ici quelques objets, dont l'objet rectangle ou carré. D'accord, vous voyez, rectangle. Et si j'appuie en même temps sur majuscule, la touche Shift, la touche avec une petite flèche vers le haut, ça dépend des claviers que vous avez, eh bien ça va faire un carré. Donc moi je clique dessus, j'appuie sur majuscule évidemment, et je crée mon carré. Voilà. Bon là il est bien sûr beaucoup trop grand, il fait 26 x 26, vous voyez c'est marqué en bas de costume 1. Là, normalement il y a le petit rond orange qui vous dit à quel endroit c'est, donc 26, 26. Donc il va falloir que je le réduise. Pour cela, regardez, si je mets la souris au niveau du coin ici, j'ai une flèche qui apparaît et je peux agrandir ou rétrécir ce carré. Là maintenant, je suis à 29, 29, je l'agrandis. Pour arriver à 10, 10, il va falloir le faire tout petit. Donc mieux vaut ici avec la touche en bas à droite. Donc, hein, vous voyez là où normalement il y a encore le petit rond orange qui apparaît. J'ai un petit plus ici, une petite loupe plus, donc je loupe. Voilà, comme ça, il agrandit bien. Et je vais pouvoir donc plus facilement arriver à 10, 10. Donc, je retourne ici à mon coin. Hop là, il ne veut pas me prendre. Ah, s'il me prend, mais il ne met plus la flèche. Peut-être parce qu'il estime que c'est assez grand comme ça. Donc, j'ai cliqué sur le petit coin ici, en bas à droite. Et je peux réduire maintenant la taille. Alors, le problème, c'est que vous voyez, la taille ne change pas. En dessous du costume 1, il y a toujours marqué 29, 29. D'accord? Mais je peux malgré tout lâcher. Là, et dès que je lâche, ça se met à jour. Là, je suis à 14, 14. Donc, je réduis encore. 11, 11. Je réduis encore.
Ah, 8, 8. J'ai trop réduit. Donc j'agrandis un peu. 9, 9. J'agrandis encore. Ah, y est, 10, 10. C'est bon. Je suis à 10, 10. D'accord? C'est pas encore terminé. Je vais passer maintenant ici à l'outil sélectionner. Et je vais, mais c'est même pas la peine, en fait, il était déjà sélectionné. Et je vais avec, en cliquant sur à l'intérieur de ce dessin, je vais déplacer. Alors, déplacer jusqu'où? Eh bien, regardez, il y a quelque part, en réduisant un peu le zoom, je verrai mieux. Voilà, ici, vous voyez, ici, là où j'ai mis la souris, il y a une croix. Cette croix est importante parce qu'elle marque l'origine du lutin. C'est-à-dire quand vous direz que vous voulez mettre le lutin à une position 10-14 par exemple, eh bien c'est ce point-là qui sera à 10-14. Donc moi je veux que ce soit le centre de ma balle. Dans cette condition, il faut que je déplace mon dessin pour le faire arriver au niveau de cette croix. Donc idéal, vous voyez que mon dessin il est marqué avec son centre ici, un petit cercle un peu vert. Donc je vais le déplacer pour être parfaitement ici au milieu de la croix. Plus c'est parfait, mieux c'est. D'accord? Voilà, donc là j'ai ici ma balle. Alors ma balle, je voudrais quand même la remplir. Je ne vais pas faire seulement un carré, je voudrais un carré qui soit rempli. Donc je vais ici sur le petit seau, d'accord? Ça s'appelle colorier une forme. Et puisque je suis déjà en noir, et si je ne suis pas, j'ai toute la possibilité de faire changer les couleurs ici, eh bien, je vais tout simplement dans le carré avec mon morceau, et dès que j'appuierai, eh bien, il sera mis en noir de manière définitive. Dès que je clique, il sera mis en noir. Je clique, et ça y est, il est mis en noir. D'accord? Voilà, donc ma balle, d'ailleurs, elle apparaît maintenant ici, totalement dans l'écran de Scratch. Voilà, ce sera celle-ci. Elle a une taille, donc elle aura cette taille-là, une taille 10-10. Et tout sera OK. Parfait. Alors on passe maintenant aux raquettes. La raquette, quant à elle pardon, sera un rectangle de taille. Alors pour aller avec la taille de l'écran et de Scratch, ce sera 70 de hauteur, je dirais, et 10 d'épaisseur. Alors pour cela, il va falloir créer un nouveau lutin. Alors on a plusieurs possibilités pour créer un lutin. On peut ici choisir dans la bibliothèque, c'est-à-dire des dessins qui sont déjà faits, le dessiner totalement, prendre directement quelque chose dans votre disque dur, un dessin que vous avez déjà fait, ou bien utiliser votre webcam et récupérer une image comme ceci. Donc comme ici on a un lutin totalement à dessiner, ben, on va logiquement prendre l'option dessiner un nouveau lutin. Alors j'appuie ici, dessiner un nouveau lutin. Et là je vois effectivement il y a un lutin qui se crée ici, qui pour l'instant est vide. Et je remarque surtout que je n'ai pas du tout la même barre d'outils que tout à l'heure. J'ai autre chose. Mais enfin, c'est pas grave parce que apparemment j'ai des choses équivalentes. Ici, rectangle, majuscule, carré. Donc je vais appuyer là-dessus pour faire mon rectangle. Alors parfait, j'appuie sur majuscule pour faire. Non, pas de majuscule, parce que je ne vais pas faire un carré, je vais faire un rectangle. Donc je dessine mon rectangle. Voilà. Bon, évidemment, il est creux pour l'instant, il faudra le remplir après avec le seau. J'appuie. Voilà. Et là, je vois que la taille, eh ben, elle n'a pas changé, ça reste 1, 1. Et si je veux que la taille apparaisse, savoir s'il a la bonne taille, que je ne sais pas s'il fait 70-10, là j'ai fait un peu au hasard. Si j'appuie sur autre chose, pinceau par exemple, ou n'importe quelle autre partie de la barre d'outils, ça y est, là on me dit ma taille, c'est 13-36. Donc c'est trop petit. Donc je vais essayer de modifier, et là je vois que ça ne marche plus. Je ne peux plus modifier, parce que comme j'ai déjà fait le rectangle, je ne peux plus modifier. Si j'efface, je peux recommencer, mais pareil. Alors, je ne suis même pas dans le bon dessin là. Donc j'efface, je me remets en rectangle. Mais pareil, le problème c'est que je ne sais toujours pas si le mien va faire 10, 70. Là, il fait 12, 40, ça ne marche pas encore. Je ne vais pas faire ça tout le temps. Alors il y a peut-être une méthode pour y arriver. Je ne la connais pas en tout cas. Moi, ce que j'ai trouvé pour faire ça, c'est passer par une astuce. C'est faire la chose suivante. Je vais ici effacer ce lutin. Pour cela, je fais clic droit et je fais supprimer. Et à la place de le créer comme tout à l'heure en le dessinant, ben je vais le choisir dans une bibliothèque. Donc je fais la bibliothèque, je prends n'importe quel dessin. Tiens, on va prendre les cloches. OK. Voilà. Et quand je suis là, ben, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement le modifier. Alors comment est-ce qu'on l'a fait pour le modifier déjà?
Ah bah, je vais dans costume, voilà, j'ai oublié comment on faisait. Je vais dans costume. Et là, j'ai mon lutin qui est là, qui est dessiné. Donc, je vais réduire la taille. Et qu'est-ce que je fais? Eh bien, simplement, j'efface. Et là, maintenant, je me retrouve avec la même barre d'outils que tout à l'heure, celle que j'ai bien su utiliser la première fois, et que je vais donc utiliser une deuxième fois. Alors, vous voyez ici, il avait deux costumes, pareil, donc je pense à aller sur le deuxième pour l'effacer. Et donc, je reste sur le premier. Et donc, là maintenant, j'ai bien mon rectangle. Je peux donc dessiner mon rectangle. Je vois qu'il est beaucoup trop grand, 27,89. Donc là, je peux le réduire. Hop là, 16,53. Non, je voulais 70 comme 65. Là, je monte encore 71, c'est trop. Je réduis encore un peu. Oh là, qu'est-ce qu'il m'a fait là? Là, il m'a fait une bêtise. J'espère que je vais pouvoir encore le modifier malgré ma bêtise. Eh non, trop tard. Trop tard, trop tard. Il ne fallait pas faire la bêtise. Eh bien, donc du coup, après, peut-être par sélection, si j'appuie ici au milieu, ouais, j'appuie au milieu en sélection, je peux à nouveau le modifier, c'est bon. Donc je vais, hop, changer à nouveau, 68, 70, c'est bon, mais je suis à 21. Dans ce cas, il faut que je réduise. Alors là, plus sur le coin, mais sur la partie droite ou la partie gauche, c'est pareil, pour permettre de réduire uniquement l'épaisseur. Là, je suis à combien? Là, je suis à 12, donc je réduis encore un peu. Je suis à 10. Voilà, 10, 70, parfait. J'ai parfaitement bien mon rectangle. D'accord? Je peux maintenant donc aller sur le seau et le remplir. Et voilà, j'ai mon deuxième lutin. Et comme il m'en faudra un troisième, eh bien, je vais sur le deuxième et je vais simplement le dupliquer. Comme ça, j'aurai mon deuxième, ma deuxième raquette. D'ailleurs, la deuxième apparaît également ici. Après, si vous ne voulez pas faire en noir, vous voulez mettre des couleurs, etc., c'est libre à vous. Hein. Moi, pour l'instant, on va faire des choses simples, des choses sobres. Alors, on voit que les noms, quand même, s'appellent lutin 1, Bels et Bels 2. Pas terrible pour ce qu'on a à faire. Alors, on va simplement appuyer ici sur lutin 1, on va marquer, c'est info, je crois. Voilà, info, et là, j'ai lutin 1. Donc, je peux le changer, et je vais l'appeler balle, puisque c'est la balle. D'accord? Là, pour revenir en arrière. Ici, info, je vais l'appeler joueur 1. Joueur 1. Et ici, info et joueur 2. D'ailleurs, si vous aviez changé le nom du joueur, vous avez appelé joueur 1 avant de faire la duplication. À la duplication, il aurait mis automatiquement un joueur 2, il aurait compris que vous vouliez faire la même chose. Bien, balle, joueur 1, joueur 2. Très bien. Maintenant, commençons à faire le programme. Que va-t-il falloir faire dans ce programme? Il va falloir d'abord faire bouger la balle. Alors pour cela, déjà, ces deux lutins, là, joueur 1 et joueur 2, je retourne dans Info et j'enlève le montrer. Comme ça, il disparaît. D'accord? Ils disparaissent tous les deux. Parce que pour l'instant, je peux aussi aller directement dans Cacher ici. Ça revient au même. D'accord? Pour l'instant, je ne veux pas les voir. Je veux voir uniquement la balle. Car mon premier travail ici va être de faire bouger la balle. La faire bouger, surtout la faire rebondir. Rebondir sur les bords. D'accord? Alors, avant de voir ça, il va falloir comprendre comment on va faire bouger la balle. Vous voyez, pour faire avancer un lutin, ici la balle, eh bien, on a dans Scratch deux variables qui sont déjà créées, qui sont la variable x, la variable y. Vous voyez ici, on en parlait, aléa x, aléa y. Ce bloc-là, aléa x et y, donne tout simplement l'obligation au lutin d'aller à l'endroit que vous lui dites. 0, 0. Et c'est quoi ce 0, 0? Eh bien, sachez tout simplement que votre écran Scratch est constitué d'un repère tout à fait classique, un repère comme on fait d'habitude, un repère avec un point O, avec un point I et avec un point J, d'accord? Avec tout simplement comme unité un pixel, c'est-à-dire qu'entre le point O et le point I, il y a un pixel, c'est-à-dire un petit carré de dessin, d'accord? Eh bien, tout simplement, votre écran, c'est ceci. Voilà, si je fais l'écran total de Scratch ici, c'est un repère, bien sûr, qui est lui limité, parce qu'il ne peut pas aller jusqu'à l'infini, l'écran il est fermé, qui est autour de ce repère. D'accord? Alors, j'ai plus les valeurs exactes en tête, mais il me semble que
le plus haut du max, donc le maximum pour en haut, c'est 180. Et en bas, le plus bas, c'est moins 180. Et pour ici, je crois que c'est 240. Le plus à droite, c'est 240. Et le plus à gauche, c'est moins 240. Alors faites attention à ça. À chaque langage de programmation, eh bien, le repère est un peu différent. D'ailleurs, même le plus souvent, votre repère, donc, quand vous ferez d'autres langages de programmation, votre repère, il sera, donc l'écran sera comme ceci, mais le repère sera dans ce sens-là. D'accord? Le 0 sera tout en haut ici, en haut à gauche. Et puis, on aura 0, 1, 2, 3, 4, 5. On sera dans les positifs en descendant. Donc, c'est un peu perturbant quand on n'est pas très habitué. Mais pour Scratch, ils ont laissé donc le repère habituel qu'on utilise en maths. Et donc, avec le point haut qui est au centre de l'écran. Donc, si ici, dans Scratch, je dis d'aller mettons, à 50 pour X et 100 pour Y, peut-être cliquer dedans pour que ça marche, et 100 pour Y, bien si je lance le programme, donc je vais lancer en appuyant sur le drapeau vert, et regardez, hop, automatiquement, le lutin se déplace au bon endroit. D'accord? J'ai d'autres manières de le faire bouger. Non, je vais déjà le faire remettre, même pas, je vais le faire retourner au début, je dirais à la main. D'accord? Eh bien, regardez, si je lui dis d'ajouter 10, même pas 10, je vais ajouter 100 pour ça aller plus vite. 100 à X et ajouter 50 à Y. Et regardez, là, mon lutin est là. Son X, son abscisse va augmenter de 100, donc elle est ici. Et mon ordonnée Y va augmenter de 50, donc il va arriver par là. Hop, et il est monté ici avec 100 sur l'abscisse et 50 sur l'ordonnée. D'accord? Bien. Alors, on continue. Oui, alors justement, comment on va le faire bouger justement? Eh bien, regardez. Hop, on va enlever ça pour l'instant. Eh bien, lorsque votre balle est ici, d'accord? Votre balle coloriée. Rappelez-vous, on a placé son origine en plein milieu. D'accord? Ben, pour faire bouger, si je veux faire bouger la balle pour la faire arriver ici, comment est-ce qu'il va falloir que je fasse? Regardez, j'ai ici. Tac. Je vais passer de là à là. Ben, qu'est-ce qu'on a finalement ici? Ben, on a ce que vous avez vu en quatrième, c'est-à-dire une translation. Je vais tout simplement faire une translation de la balle, de la position où elle est, à celle-ci. D'accord? Et comment va se faire une translation? Et vous savez également ça. Quand vous avez étudié les translations, je dirais, dans votre cahier avec les carreaux, eh bien, il suffit pour faire directement ce déplacement de voir le déplacement que l'on ferait en horizontal, pour nous sera donc en abscisse, et le déplacement qu'on va faire ici en vertical, donc ici sera en ordonnée. D'accord? Donc pour faire un déplacement qui ne va pas suivre donc les lignes, les axes, eh bien, il suffit de faire deux déplacements, un en abscisse et un en ordonnée. Et la succession des deux, un déplacement en abscisse et un déplacement en ordonnée, tout ça, ça va donner un déplacement qui, lui, ne va pas suivre l'ensemble. Alors, du coup, là, il a changé la couleur. D'accord? Hop, on lui enlève. D'accord? Alors, comment est-ce qu'on va faire ça? C'est très simple. On va tout simplement définir ce qu'on va appeler une direction X pour abscisse et une direction Y pour ordonnée. D'accord? Donc ça veut dire que si je prends par exemple direction X égale 1 et direction Y égale 1, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, j'ai ma balle qui est là. Je vais la diriger de 1 vers la droite, puis de 1 vers en haut. Et elle va donc arriver ici. D'accord? Ben, on va voir ce qui va se passer donc, dans ces cas-là. Après, on verra bien sûr comment on va améliorer tout ça. Donc, pour cela, il faut donc, déjà, au début, je force ma balle à aller en 0-0. Comme ça, quoi qu'elle ait fait, elle reviendra à sa place. D'accord?
Après, donc, j'ai dit qu'il fallait donc que je crée deux variables, parce que j'ai parlé de direction X et de direction non, direction, j'ai raté la direction, c'est ça. Direction Y. D'accord? Alors, je vais mettre ces deux variables à 1 et on va voir ce qui se passe. Donc, direction X à 1, direction Y à 1. Bien, maintenant, je vais faire une boucle qui sera une boucle infinie, c'est-à-dire que ça ne s'arrêtera jamais. Et qu'est-ce que je vais faire? Bien, regardez, je vais tout simplement, dans mouvement, ajouter direction X à X et ajouter dans le mouvement et ajouter à Y, je vais lui ajouter direction Y. Et regardez ce qui va se passer. Hop, ça bouge. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que je tourne, et donc de manière infinie, eh bien je vais rajouter 1, parce que direction X ça vaut 1, je vais rajouter 1 à X, donc à l'abscisse, et je vais rajouter également 1, parce que direction Y vaut 1 également, à Y, à l'ordonnée. Et donc forcément, à chaque fois, la balle qui donc était ici au départ, ben, je lui rajoute 1 en X, 1 en Y, elle arrive donc ici. D'accord? Alors pourquoi c'est intéressant de mettre direction X et direction Y? C'est que regardez, si maintenant je décide que direction X ne vaut plus 1, mais vaut moins 1, par exemple. Et regardez ce qui se passe. Il avance, mais dans l'autre sens. Imaginons que non, je marque 1 pour X, mais moins 1 pour Y. Eh bien, il va avancer dans ce sens-là également, dans un autre sens. Et si je mets moins 1 pour les deux, eh bien, à chaque fois, il va avancer encore dans un sens différent. Alors, là, pour l'instant, on a les cas simples. Je laisse toujours à 1 pour l'instant. On a les cas simples. Oh. D'accord? Quel est l'angle que va faire la direction? Ben, dans ce cas, c'est relativement simple, puisque j'ai quoi ici finalement lorsque je fais ça? J'ai évidemment un triangle rectangle ici, avec 1 comme distance ici et 1 comme distance ici. D'accord? Donc forcément, pour trouver l'angle que j'ai ici, l'angle ici, qu'est-ce que je connais? Je connais ici le côté adjacent à l'angle. Je connais donc ici le côté adjacent à l'angle et ici le côté opposé à l'angle. Donc forcément, je vais utiliser la tangente. Ça veut dire que la tangente de l'angle alpha que j'ai ici, j'appelle alpha, ça veut dire que ma tangente de l'angle alpha ici, c'est combien? Eh bien, c'est le côté adjacent à l'angle, c'est-à-dire celui-ci, il vaut 1, sur le côté, non, c'est le côté opposé, excusez-moi. La tangente, c'est le côté opposé en premier. Côté opposé à l'angle, bon, c'est 1 quand même, divisé par le côté adjacent à l'angle, ben, c'est 1 également. Ça me fait une tangente alpha qui vaut 1 sur 1, c'est-à-dire 1. Et là, si je prends la calculatrice, si je fais arc tangente ou tan moins 1 de 1, qu'est-ce que je trouve? Hop, il est là. Hop, ah, je suis... non, je n'ai pas fait seconde, c'est sûr, ça ne marche pas. En tout cas, c'est quand même bizarre ce qu'il me faisait. Voilà, donc ici, hop, seconde tangente, voilà, j'ai 45 degrés. Ça veut donc dire que l'angle que j'ai ici, il fait 45 degrés. D'accord? Donc ça veut dire qu'ici, dans mon scratch, eh bien, l'angle de déplacement de ma balle sera de 45 degrés. Mais si par contre, à direction X, je marque 2 et je laisse 1 pour direction Y, eh bien regardez, là je n'ai plus un angle de 45 degrés. J'ai un angle de combien? Eh bien, j'ai un angle de combien? Donc j'ai pris 2 pour direction X et 1 pour direction Y, avec mon angle de alpha qui est là. Donc j'ai encore une fois mon tangente de alpha qui est égal à mon côté opposé, ce coup-ci mesure 1, sur mon côté adjacent, ce côté mesure 2. D'accord? Ça me fait donc un tangente alpha égale 1 sur 2. Et donc en passant à la calculatrice, 1 sur 2, bon, ça fait 0,5. Et bien je fais donc seconde tangente
ça me fait environ un angle à 27 degrés. Alors, je ne sais plus si c'est 27 ou 26 le plus proche. 26,5, donc c'est 27 degrés. Donc environ 27 degrés. Donc quand je fais ici direction X à 2, direction Y à 1, eh bien ça me fait un angle à 27 degrés. Bien sûr, si je pourrais avoir d'autres angles, si je changeais les valeurs de direction X et direction Y. Donc vous voyez, avec ces deux valeurs-là, direction X et direction Y, eh bien je peux facilement, en mettant les valeurs que je veux, eh bien trouver, imposer à la balle de prendre finalement l'angle que je veux. L'angle que je veux, il suffira avec cela, avec la tangente, hein, de pouvoir me déplacer correctement. D'accord? Alors, on va s'arrêter là-dessus. Je pense aller un peu plus loin, mais on va rester là-dessus, je pense, pour aujourd'hui. Donc, je vais vous demander de faire ce petit programme-là, de jouer avec les directions X et les directions Y. Et puis, de voir déjà le premier problème qui va arriver. Hein, regardez, si j'arrive ici, je laisse à 1, 1. Lorsque je bouge, lorsque je laisse le programme tourner, qu'est-ce qui va se passer? Il va arriver au bout, mais il va vouloir encore augmenter X et Y. Il ne pourra pas, parce que X il est limité à une certaine valeur, 180 je crois, et donc forcément ça va bloquer. Il va être bloqué ici dans son coin, sans jamais faire ce qu'il a à faire. Et qu'est-ce qu'il a à faire? Il aura à rebondir sur le bord de l'écran. Et c'est ça que nous allons étudier la prochaine fois. Mais pour cela, il faut déjà que vous ayez fait ce petit programme et que vous ayez bien compris comment ça fonctionne. Allez, je vous laisse là-dessus et je vous souhaite à tous une très bonne journée. Ciao, ciao, ciao!